20 ans après, c'est encore aujourd'hui l'attentat terroriste le plus meurtrier qui ait frappé le sol européen. Le 11 mars 2004, au matin, à l'heure de pointe, une série de 10 explosions coordonnées dans 4 trains de banlieue en direction de la gare d'Atocha à Madrid. Bilan 192 morts et près de 2000 blessés. Les terroristes ont frappé 4 jours seulement avant des élections générales très attendues. Le PP, le Parti populaire au pouvoir, accuse immédiatement les séparatistes basques de l'ETA, qui depuis la fin des années 60 sont responsables de la mort de plus de 800 personnes, notamment dans des attentats à la bombe. José María Aznar est le Premier ministre de l'époque. Il n'y a aucune négociation possible et souhaitable avec ces assassins qui tant de fois ont semé la mort sur tout le territoire de l'Espagne. Mais très vite, l'enquête s'oriente au contraire vers une action inspirée par Al-Qaïda en réponse à la participation de l'Espagne à la guerre en Irak. Et lors des élections, le Parti populaire est balayé par des électeurs en colère. Quelques semaines plus tard, 7 suspects des attaques feront exploser l'appartement dans lequel ils étaient cachés, tuant un membre des forces spéciales espagnoles. Mais il faudra encore 2 ans d'enquête difficile pour identifier 29 autres suspects issus de groupes islamistes locaux. 21 seront finalement condamnés. Au final, aucun lien direct avec Al-Qaïda n'a jamais pu être démontré. Certains croient encore à la piste de l'ETA. Billet retour sur les attentats de Madrid, c'est un reportage de Céline Schmitt, Armel Esposito et Sarah Maurice. Rosa Maria est l'une des 2000 rescapées de l'attentat du 11 mars 2004. Ce jour-là, elle montait dans le train à la station d'El Pozo pour se rendre au travail lorsque 2 bombes ont explosé. Il était 7h37. Dès qu'on nous sortait du train, on nous allongeait juste ici. Ce jour-là, j'ai vu des morts, des blessés, tous allongés sur une longue file. 20 ans après les attaques, elle tente encore de surmonter son traumatisme avec l'aide de son mari. Bonjour, comment vas-tu? Bien, et toi, comment te sens-tu? Pas très bien. Pas très bien. J'étais dans la rue et j'ai senti de la fumée, comme si on brûlait une voiture. La fumée envahissait l'espace, c'était une odeur terrible. Ça m'a retourné le cœur. Ces séquelles sont aussi physiques. Je vais changer la pile. Elle est tellement petite que j'ai souvent du mal à la mettre. À 67 ans, elle a perdu 90% de ses capacités auditives. Je suis montée dans le train et dans mon wagon, il y avait une bombe. Et c'est là que j'ai été blessée. Et je suis devenue sourde. Les attentats ont marqué Rosa Maria dans sa chair bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Il y a quelques mois à peine, au cours d'un examen médical, elle a découvert la présence d'éclats de bombes dans sa jambe. Je ne sais pas jusqu'à quel point ces éclats sont encore dangereux pour mon organisme. Je veux m'en sortir, rester positive, mais c'est sans fin. À un moment, je me sens bien, j'ai l'impression d'avancer, et puis après, je replonge. Bonjour, comment allez-vous? Pour tenir, Maria peut compter sur l'appui des membres de son association de victimes. Bonjour Andrel, ça va? Bon, je vais ouvrir le local et on va commencer la réunion comme prévu. Ils sont aujourd'hui près de 2000. 20 ans plus tard, ils se battent toujours pour obtenir leurs droits en tant que victimes. Je voulais vous parler de quelque chose. Le ministère de l'Intérieur m'a demandé un justificatif médical pour attester de ma perte auditive. Tout ça alors que la justice a déjà reconnu que je suis sourde.
Chaque fois, l'administration nous demande de nouveaux documents, comme s'ils n'avaient pas confiance en nous. Montse a perdu sa sœur à Atocha. Elle est l'un des membres fondateurs de l'association. Ils font en sorte qu'on se lasse. Ils nous mettent de côté. 67 personnes ont péri à la station d'El Pozo. Les 126 autres victimes sont décédées dans les gares de Santa Eugenia, d'Atocha et dans la rue Tellez. Ces attaques simultanées sur 4 points de la ville plongent les services de secours dans le chaos. Sur ces images, les secours sont dépassés. Ils tentent comme ils le peuvent d'aider les victimes. Ici, un homme est allongé sur un morceau de tôle, converti en brancard. Ces scènes d'horreur, Hervilio Corral ne les oubliera jamais. En seulement 24 heures, lui et 2 autres collègues médecins ont annoncé 140 décès aux familles des victimes. Nous avions embaumé les corps pour les conserver dans le meilleur état possible. Et une fois que les familles avaient identifié le défunt, eh bien, elles pouvaient l'emmener pour les obsèques. Nous ne laissions jamais les familles revenir dans la salle d'attente. Elles passaient par une autre porte pour ne pas raconter aux autres ce qu'elles avaient vu. Notre métier nous apprend à gérer 1 ou 2 décès, malheureusement. Mais nous n'étions pas préparés à ça, pas dans ces proportions. Hervilio s'est juré qu'en cas de nouvelle attaque, ses services ne seraient plus à ce point dépassés. Bon, aujourd'hui, on va essayer de monter la tente d'urgence en 8 minutes. L'un des points fondamentaux, c'est de pouvoir monter ce poste d'urgence que l'on appelle le nid des blessés très rapidement, de manière à ce qu'un ou 2 médecins puissent être au chevet de plusieurs blessés en même temps, qu'ils soient autour de vous et que l'on puisse les voir à chaque instant. Juan Antonio a lui aussi vécu le drame. Il sait que les premières minutes sont cruciales pour sauver des vies. On s'entraîne quotidiennement et on participe à des événements spéciaux comme des marathons ou des manifestations. On monte ces structures, comme ça nous sommes prêts s'il y a une catastrophe. Nous sommes plus rapides. Depuis les événements du 11 mars, la police, les pompiers et la sécurité civile ont aussi appris à travailler ensemble. Ils s'entraînent lors d'exercices annuels à grande échelle, comme celui-ci. Les moyens techniques des services de secours ont doublé. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'envoyer des unités dans 4 lieux différents à la fois. Et nous avons en permanence 2 véhicules qui patrouillent dans les rues 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Les attentats de Madrid ont eu lieu 3 jours avant les élections générales. Les conservateurs qui avaient choisi de soutenir la guerre en Irak contre l'avis de la population prennent peur. Alors que tous les indices pointent vers le groupe djihadiste Al-Qaïda, le gouvernement continue d'accuser l'organisation terroriste basque ETA. Cela ne fait aucun doute pour les Espagnols que le principal suspect est le groupe terroriste qui perpétue depuis 30 ans des attentats et qui est responsable de près de 900 morts. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des attentats du 11 mars. Cette stratégie de communication qui a probablement coûté à la droite sa réélection est devenue un cas d'école. Les élèves d'Octavio Rojas l'étudient encore aujourd'hui. Aznar, le président du Conseil, a appelé lui-même les principaux médias pour insister sur le fait que l'ETA était responsable des attentats. C'est comme si George Bush ou Blair ou Poutine ou un autre dirigeant appelait le New York Times ou le Financial Times. C'est quelque chose de totalement anormal. C'est un événement qu'on doit connaître, car si on ne veut pas commettre les mêmes erreurs dans le futur, on doit savoir comment réagir.
À l'époque, le manque de transparence du gouvernement pousse 11 millions d'Espagnols dans la rue. Une attaque de cette ampleur unit la société. Ce qui a provoqué la désunion, ça a été cette sensation que l'on cachait une information. Les fausses informations diffusées par le gouvernement de l'époque ont eu des conséquences désastreuses sur le pays. Il a fallu attendre 3 ans et l'ouverture du procès pour que l'Espagne reconnaisse enfin la vérité. Javier Gómez était le président du tribunal. Depuis cet escalier jusqu'à la fin du bâtiment, c'était la salle d'audience. En bas, il y avait une pièce pour les victimes. Elles étaient entourées de psychiatres, de psychologues, d'assistantes sociales, de médecins. Et enfin, une grande salle pour 150 personnes, avec des écrans géants, parce qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde. En février 2007, et pour la première fois en Espagne, le procès est retransmis en temps réel pour les caméras du monde entier. La parole est à la défense. Nous voulions une salle en verre, entièrement transparente, pour que tout le monde puisse voir en temps réel ce qu'on faisait. Et tous les documents que l'on apportait pendant le procès et qui ne figuraient pas dans le résumé d'audience étaient alors projetés sur 17 écrans de la dimension de ce tableau. Parmi les pièces à conviction figure une revendication en arabe émanant d'Al-Qaïda. Les enquêteurs ont aussi retrouvé la camionnette qui a transporté plusieurs terroristes et un sac contenant des détonateurs. De son côté, ETA a fait publier dans un journal basque un démenti catégorique. Après 4 mois et demi d'audience, la justice a confirmé les origines djihadistes de l'attaque. 13 accusés ont été condamnés à des peines allant de 12 à 23 ans de prison pour appartenance à un groupe djihadiste. Depuis, les juges espagnols se sont adaptés à ce nouveau terrorisme. Avant, par exemple, on ne pouvait pas poser des micros dans un domicile. Car pour entrer dans ce domicile, il vous fallait informer par courrier le locataire. Et donc, comment vouliez-vous placer un micro si vous l'aviez prévenu de votre visite ? On s'est adapté au temps pour anticiper les attentats. C'était ça l'objectif. Comme chaque année au mois de novembre, Eulogio, président de l'association des victimes, convoque une réunion autour d'un panel de psychologues. Entrez, faites comme chez vous. Bonjour. Et merci à tous d'être venus. 20 ans après les attentats, vivre normalement reste un défi. La famille te met la pression, te dit que tu n'arrêtes pas de ressasser et qu'il faut passer à autre chose. Que cet événement a eu lieu il y a 20 ans et que tu ne dois pas y penser tous les jours. Je n'y pense pas tous les jours, mais ça m'arrive de l'évoquer. Et là, ils me disent d'arrêter. Je suis désolée, c'est quelque chose qui me remue. J'ai vécu la même chose et je continue de le vivre. On n'est pas en train de jouer les victimes. Moi, je n'en parle à personne. Mais bon sang, c'est ma douleur et celle d'autres familles. On ne peut pas s'enlever ça de la tête. C'est ce que l'on a vécu. La douleur d'Eulogio porte un nom, celui de son fils Daniel, décédé à tout juste 20 ans. Au parc du Retiro de Madrid, chaque cyprès représente une victime de l'attentat. L'un d'eux lui est dédié. C'est la photo la plus récente, juste avant les attentats. Il était très joyeux, il avait beaucoup d'amis. Des amis de ses années de collège, mais aussi de son enfance. En mémoire de son fils et des autres victimes, Eulogio s'est battu pour qu'une nouvelle plaque soit érigée. Il nous en explique les raisons.
Il est important que l'on se souvienne que les attentats du 11 mars 2004 ont été commis par une cellule djihadiste. Et pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce qu'il y a eu un jugement et que ces faits sont avérés. Ces attentats sont le fait d'une cellule djihadiste. 20 ans plus tard, l'Espagne tire toujours les leçons de ces attentats. Cette attaque djihadiste reste la plus meurtrière jamais commise sur le sol espagnol. Et voilà pour ce reportage en Espagne, 20 ans après les attentats d'Atocha, reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.